Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Mardoché Kilayossi s'exprime sur l'affaire PPA 2. Le procureur de la République s'est entretenu hier avec les médias sur la procédure en cours. Le président Boni est de retour à Cotonou après avoir assisté à l'inauguration du nouveau canal en Égypte, une infrastructure moderne qui positionne le pays des pharaons. Le Parlement vient de choisir ses représentants dans les institutions sous-régionales et régionales. L'opération n'a pas été une partie de plaisir. Boni est rentré ce vendredi d'une visite en Égypte où il a pris part à la tête d'une délégation à la cérémonie d'inauguration du nouveau canal. Le président Boni était donc pour répondre à une invitation spéciale du général Al-Sisi, président d'Égypte, par rapport à l'inauguration de cette infrastructure moderne qui positionne ce pays de l'Afrique du Nord. Reportage. C'est un président Boni tout rayonnant qui est accueilli à l'aéroport du Caire par l'émissaire du général Al-Sisi, président de la République d'Égypte. Lui qui, du temps de sa présidence de l'Union africaine, a supporté haut la voix de l'Afrique, qui a grandi l'Afrique par la qualité de sa gouvernance et la défense de ses intérêts, est fier et heureux d'être à ce titre l'invité du général Al-Sisi à la cérémonie d'inauguration d'une infrastructure qui grandit elle aussi l'Afrique, le second canal de Suez. Le canal de Suez, un ouvrage pharaonique à la mesure de la démesure des bâtisseurs de l'Égypte ancienne, les pharaons. C'est en 1869 que le premier canal est construit pour marier deux mers, la mer Méditerranée et la mer Rouge, et offrir une voie navigable, un grand raccourci entre l'Europe et l'Asie du Sud. Plus d'un siècle plus tard, le général Al-Sisi réédite l'exploit et offre aux Égyptiens et au monde un second canal qui vient en renfort du premier, avec pour objectif d'accélérer la cadence des navires qui empruntent le canal, de faire gagner du temps aux armateurs et d'accroître les recettes du pays. Une infrastructure visiblement d'une grande importance pour les échanges commerciaux. En témoigne la présence des personnalités de haut rang venues du monde entier. Outre les monarchies du Golfe, l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, la liste est longue, ont honoré le rendez-vous de Al-Ismailia. Le canal de Suez, une infrastructure dédiée à l'Afrique et à sa renaissance. C'est pourquoi plusieurs chefs d'État se sont donnés de répondre à l'invitation du président Al-Sisi. Le chef de l'État, le président Yahya Boni, est arrivé au Caire ce matin à l'invitation de son homologue égyptien, le président Abdel El-Sisi, et dans le cadre de l'inauguration du nouveau canal de Suez, dont les travaux ont démarré il y a un an seulement. Faut-il le rappeler, le canal de Suez est une infrastructure construite depuis 1869, donc il y a plus d'un siècle. C'était à l'époque une grande révolution qui, en matière de transport maritime, parce qu'avec la construction de ce canal, la jonction entre la Méditerranée et la mer Rouge a facilité considérablement le trafic vers l'Asie. Avec le nouveau canal qui vient d'être inauguré aujourd'hui, l'Égypte, et comme l'a précisé le président Al-Sisi, a fait don de ce canal au monde entier. En effet, les travaux, comme il a précisé, ont duré un an. Ça a nécessité d'énormes moyens financiers, avec plus de 50 000 emplois qui ont été utilisés et plus de 9 000 heures de travaux.
Le nouveau canal facilite aujourd'hui le trafic dans la région et densifie en tout cas ce trafic-là et favorise justement les allées et venues donc des bateaux. D'ailleurs, au cours de l'inauguration, nous avons pu constater le grand gabarit, les bateaux de grand gabarit qui ont démontré effectivement qu'avec ce nouveau canal-là, vraiment, c'est toute une révolution qui se fait dans la région. Aujourd'hui, donc, après les salutations d'usage, le président Al-Sisi a situé l'événement dans son discours et a montré combien ce canal-là aujourd'hui est un grand moyen pour les transports maritimes dans la région et facilitera en tout cas davantage les flux commerciaux pour les pays de la région. Donc, en Europe, depuis l'Amérique, en Europe, pour aller vers l'Asie aujourd'hui, ce nouveau canal-là qui est fait au format moderne, au standard moderne de ces genres d'infrastructures aujourd'hui, nous voyons que franchement, c'était un ouvrage qu'il fallait effectivement réaliser. Donc, c'est heureux que le président Yahya Boni ait pu participer à l'événement au cours duquel, justement, d'autres chefs d'État africains, européens, le président Hollande était l'invité d'honneur qui a honoré de sa présence comme les autres chefs d'État, donc honoré de sa présence la cérémonie, les présidents africains comme le président Ali Bongo Ondimba et puis le président équato-guinéen et beaucoup d'autres chefs d'État, surtout du monde arabe, étaient présents aujourd'hui. Le Bénin, par sa présence, a confirmé l'importance des relations entre le monde arabe en général et l'Égypte en particulier. Et c'était donc une bonne sortie que nous avons effectuée à travers la présence donc de la délégation de haut niveau conduite par le chef de l'État, le docteur Yahya Boni. Une belle occasion de retrouvailles. Le président Boni Yayi et le président Joseph Kabila, puis le président Issoufou Mahamadou du Niger et le président Faure Essozi Gnassingbé ont saisi l'opportunité pour cheminer un peu et échanger un bout de temps. Le président Boni Yayi a aussi eu des échanges à Beko avec le président François Hollande et avec de hauts dignitaires des monarchies du Golfe. Les mesures sécuritaires assez draconiennes ont maintenu notre caméra hors du champ de ces échanges et de la cérémonie d'inauguration, filmée en fin de compte à partir d'un écran géant. Quoi qu'il en soit, le général Al-Sisi a fait dans la démesure pour offrir à ses hôtes un bon séjour en Égypte. Outre les mesures sécuritaires, assez de commodités aussi et une grande attention pour chaque délégation et au couronnement, une grande fête. Le président Boni Yayi est rentré tôt ce matin, appelé par le devoir de chef de l'État, avec toutes les responsabilités que ce titre comporte, le devoir de répondre aux nombreuses sollicitations et aux lourdes tâches qui l'attendent, des tâches dont il s'acquitte sans relâche pour assurer aux Béninois la paix et la sécurité humaine. À l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Japon au Bénin est allé discuter des questions diplomatiques avec le président du Parlement, Maître Adrien Mbedji, a également reçu en audience 3 autres délégations. Suivons le point de ces audiences avec Jérôme Mboua. Visite de courtoisie et de félicitations de l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Il a aussi été question des interventions de son pays dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et la pêche, et surtout des liens de coopération. Je lui ai expliqué la volonté de notre gouvernement de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Bénin. Et également, je lui ai présenté quelques préoccupations après 2 ans et demi de séjour ici au Bénin. C'est la lutte contre la corruption et l'assainissement, quand on dirait, les affaires, le climat des affaires, le climat de business.
Et ce sont les deux domaines, je pense que l'Assemblée nationale pourrait jouer un rôle important pour lutter contre la corruption et favoriser les investissements étrangers et locaux au Bénin. L'équipe rectorale de l'université de Porto-Novo est allée rendre compte de la création de ce haut lieu de savoir dans la capitale afin de solliciter l'appui du président et de toute l'institution parlementaire pour sa réelle installation. Nous avons sollicité également qu'il puisse jouer de son influence, que nous savons très grande, auprès du maire de Porto-Novo, auprès des maires de l'Ouémé, pour qu'ils puissent accompagner de manière déterminée l'implantation de la nouvelle université créée pour notre capitale, la ville de Porto-Novo. Le président Mbedi s'est montré très ouvert vis-à-vis de la démarche et nous a affirmé toute sa disponibilité et même sa détermination à accompagner l'implantation de l'université de Porto-Novo, à laquelle il attache une très haute importance. L'association des conseillers juridiques vit au Bénin sans un statut et travaille sous un régime de commerce. Nous sommes venus demander au président de bien vouloir nous aider à avoir un statut, à avoir un statut juridique, à avoir une loi sur la profession des conseillers juridiques du Bénin. Alors que l'OADA nous reconnaît, l'OADA reconnaît la profession des conseillers juridiques et il y a la Côte d'Ivoire qui a une loi sur ça, l'Allemagne et la France. Bon, la France a fait un jumelage, une fusion maintenant. Et pourquoi pas le Bénin? Et nous ne devons pas être en marge. C'est pour cela que nous sommes venus chez le président pour lui faire part de la doléance. Le Centre béninois d'éducation à distance est allé présenter au président, Maître Adrien Ouidji, les opportunités offertes aux cadres béninois. Depuis la première législature jusqu'à maintenant, nous avons formé beaucoup de parlementaires et nous avons formé beaucoup de cadres qui travaillent dans les services du Parlement. Mais également, je voudrais profiter de cette occasion pour dire que du 21 au 26 septembre prochain, nous avons une formation qui sera faite par vidéoconférence avec l'ENA Paris pour les parlementaires. Le thème de la formation, c'est l'organisation du travail parlementaire. Donc, il s'agit de regrouper 4 ou 5 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, le Burkina, qui vont participer en même temps avec des experts français sur comment on organise le travail parlementaire. C'est donc une primeur de l'information que la délégation du Centre béninois d'éducation à distance est allée apporter au président de l'Assemblée nationale. Nous restons au Parlement avec les députés qui ont réussi donc à désigner leurs représentants dans les différentes institutions nationales et sous-régionales. La plénière s'est tenue donc en mardi dernier sous la présidence de Maître Adrien Mbedi. On retrouve Jérôme Mouba. Cette séance était suspendue la semaine dernière, faute de quorum. Il était question pour les députés de désigner 6 représentants à la Haute Cour de justice, 9 pour le COSLEPI, 3 représentants et 2 personnes ressources pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés et 5 dans chacun des parlements régionaux. Par le biais de Boniface Yarouetomin, la Commission des lois a présenté les rapports pour chacun des points. Au cœur des débats, le mode de désignation dans les parlements régionaux. Aujourd'hui, nous avons la chance que tous les parlements régionaux sont regroupés. C'est regroupé en bloc. Et nous avons les 15 à désigner. Donc, sa proposition que fait la Commission est une proposition juste. Donner 7 à la minorité, 8 à la majorité n'enfreint en rien au principe constitutionnel. C'est là l'essentiel. N'enfreint en rien au principe constitutionnel, l'essentiel c'est le consensus. Je constate que c'est la minorité parlementaire qui a proposé cette clé de répartition. Il y a les tests, il y a les pratiques parlementaires. Si nous voulons que les choses se fassent correctement et en évitant qu'il y ait trop de palabres
et en évitant des retards inutiles, la meilleure manière de faire, c'est de respecter à la fois les tests et les pratiques parlementaires. Après une suspension des travaux pour concertation, il est retenu la clé de répartition parlement par parlement. Ainsi, la majorité parlementaire constituée des groupes parlementaires Nation, Unité et Développement, Union fait la Nation, PRD et UPED proposera 3 députés pour chacun des parlements régionaux. La minorité parlementaire composée des groupes parlementaires République et Unité nationale, République et démocratie, République et solidarité nationale et République paix et progrès proposera 2 députés pour chacun des parlements régionaux. Pour les autres désignations, la clé de répartition est la suivante. Haute Cour de justice, 3 députés pour la majorité et 3 pour la minorité. COS-LEPI, 5 députés pour la majorité et 4 pour la minorité. Commission nationale de l'informatique et des libertés, 2 députés pour la majorité et 1 pour la minorité. En outre, la majorité désigne une personne ressource qualifiée, de même que la minorité. Toute situation qui a conduit à une suspension. Mais ce sera une suspension pour jeudi matin à 10 h. La séance plénière reprend jeudi donc pour la désignation nominative des membres des différentes institutions sur la base de cette clé de répartition ainsi adoptée par les députés. Il faut dire que les parlementaires ont réussi à accorder le violon et ont désigné leurs représentants au niveau des différentes institutions régionales et sous-régionales. Le président Boni-Ayi, de retour de l'Égypte, a reçu aujourd'hui en audience au palais de la Marina plusieurs personnalités de délégation, en l'occurrence une mission de la Banque islamique de développement pour financer des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur. Également au cabinet du président, une équipe mixte rectorale étudiants pour régler la crise qui oppose les 2 parties et empêche donc le déroulement des cours sur le campus d'Abomey et Kelavi. Plusieurs autres personnalités et délégations ont été également reçues. On fait le point avec Emmanuel Seba. La prochaine session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA se tient en fin de semaine prochaine au Bénin. En plus des chefs d'État attendus à cette rencontre, le programme des Nations Unies pour le développement vient d'annoncer la participation du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Cette information est portée au président de la République par la représentante résidente du PNUD au Bénin. Elle portait également d'autres messages pour le chef de l'État. En dehors, bien sûr, des échanges sur le prochain sommet des Nations Unies, comme vous le dites, l'agenda de développement durable, j'étais aussi porteuse d'un message du secrétaire général des Nations Unies que je lui ai remis. Et en dehors de cela, je l'ai informé de la visite prochaine du directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le docteur Michel Sidibé, qui sera au Bénin du 12 au 14 août prochain, dans le cadre du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Donc j'ai voulu aussi l'en informer et bien sûr et demander qu'il puisse lui accorder une audience parce que la question du sida est une question importante sur laquelle le leadership du chef de l'État avait déjà été exercé par le passé. Donc nous avons voulu encore le remercier et l'encourager pour le soutien dans cette lutte. Se fondant sur le partenariat stratégique entre le Bénin et la Banque islamique de développement, le gouvernement a soumis à cette institution le financement de 2 projets. Il s'agit du développement de l'université d'agriculture de Sékou et de l'université polytechnique d'Abomey. Une mission de la BID qui séjourne au Bénin a fait le tour des sites pour le montage final des projets. La mission a eu des échanges avec le chef de l'État pour aborder les derniers détails de ces projets. Il s'agit du développement de 2 universités, l'université agricole de Kéto et l'université polytechnique d'Abomey. C'est un projet qui sera soumis à la considération de la Banque islamique pour le financement pour un montant total de 170 millions de dollars. La mission a visité les sites et a travaillé avec l'équipe béninoise sur les aspects techniques et financiers du montage de ce projet. L'audience avec la mission de la Banque islamique de développement a eu lieu en présence de la direction de la programmation et de la prospective du ministère de l'enseignement supérieur qui a profité de l'occasion pour faire au chef de l'État le point des mobilisations de financement au profit des nouvelles universités créées par le gouvernement.
dans la stratégie de déconcentration des deux premières universités du Bénin, l'université d'Abomey-Calavi et Parakou, il a été créé 5 nouvelles universités publiques. Je parle de l'université d'agriculture de Kétou, l'université polytechnique d'Abomey, l'université des sciences et techniques de Nati-Tengou, l'université de Lokossa. Et dans ce cadre, le chef de l'État, sous son orientation, a saisi plusieurs institutions financières qui déjà ont commencé par répondre favorablement à ces requêtes qui ont été envoyées par le chef de l'État. Et nous avons profité pour lui faire le point. La BID vient de faire le point de leur mission. Ils sont venus pour évaluer 2 universités, l'université polytechnique d'Abomey et la deuxième phase de l'université d'agriculture de Kétou. Au même moment, toujours dans la même période, nous avons reçu une autre mission. C'est une mission chinoise d'une compagnie appelée Biena qui est venue pour évaluer 3 autres universités publiques, à savoir l'université des sciences et techniques de Nati-Tengou qui couvre le campus de Djougou et Nati-Tengou, l'université de Parakou qui prend en compte les campus de Kandi, Gogounou, Tchaourou et Savé. Et nous avons ensuite l'université de Lokossa qui prend en compte le campus de Lokossa, Aplahoué et Koumé. Et donc cette compagnie se positionne pour le financement de ces 3 universités. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour dire au chef de l'État que la BADEA s'est déjà positionnée sur le financement de l'université de Lokossa à hauteur de près de 4,5 milliards. Et donc c'est ce point global que nous sommes allés faire au chef de l'État. Depuis le mois d'avril, le campus d'Abomey-Calavi est resté le théâtre d'affrontements et de violences de toutes sortes. Dans cet environnement marqué par une haute insécurité, c'est la grève qui a pris le dessus. À l'origine de ces mouvements, l'organisation de séances de rattrapage à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, réclamée par les étudiants et refusée par les professeurs. Le chef de l'État, qui a à cœur le règlement du conflit, a reçu les responsables du campus et les étudiants en présence de quelques membres du gouvernement. Séance au cours de laquelle les étudiants ont présenté des excuses publiques. Les longues heures d'échange ont heureusement abouti à des consensus dans l'intérêt de toutes les parties. La première leçon essentielle à tirer donc de cette séance-là, c'est que nos étudiants, les associations d'étudiants ont profité de l'occasion pour porter les excuses publiques aux enseignants. Excuses publiques suite aux différentes menaces, suite aux différents mouvements qui a eu lieu sur le campus. La deuxième chose que nous avons pu noter au cours de cette séance, c'est que son Excellence le Président de la République a estimé à juste titre que pour la résolution définitive de la crise, que lui-même va prendre en charge le problème de sécurité. Parce que sur le campus d'Abomey-Calavi, il y a un réel problème de sécurité que l'on note au niveau de tout le campus d'Abomey-Calavi. Une troisième leçon qu'on peut tirer donc de cette séance-là, c'est que le chef de l'État, qui est le père de la nation, a demandé aux enseignants de la FLASH d'accepter encore une dernière fois, même si leur règlement pédagogique ne le prévoit pas, d'accepter d'organiser encore pour une dernière fois cette fameuse session dite de rattrapage. Et nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État, devant le Premier ministre, devant le vice-premier ministre et tous les autres membres du gouvernement qui étaient présents à la séance, d'accepter la demande du chef de l'État, puisque c'est le père de la nation. Le père de la nation ne peut pas nous demander quelque chose et nous allons refuser. Je crois que c'est une séance qui, pour nous étudiants aujourd'hui, que nous apprécions beaucoup parce que c'est depuis un bon moment, toutes nos rencontres avec les personnalités, avec les autorités, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous souhaitons. Je crois qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État a pu trancher cette affaire, nous croyons que tout puisse aller maintenant. Seulement qu'il sollicite notre diligence dans la levée de certaines barricades qui se trouvent sur le campus
parce que c'est vrai, nous n'avons pas trouvé l'opportunité de montrer que effectivement ce n'est pas nous étudiants qui sommes à la base effectivement des violences ou bien tout ce qu'on nous a attribué. Mais effectivement nous avons pris l'engagement que nous allons contribuer à cette paix pour que effectivement tout rentre dans l'ordre sur notre campus d'Abomey-Calavi. Pour mes camarades étudiants qui me regardent actuellement, le chef de l'État a pris le dossier en main et ce que nous souhaitons, nous avons trouvé déjà une solution. C'est pourquoi nous les invitons à la quiétude pour dire que prochainement, désormais, comme nos responsables, nous l'avons montré tout à l'heure, c'est vrai, nous avons présenté des excuses comme le chef de l'État l'a souhaité de notre part à nos enseignants. Et puis, suite à ça, nous croyons qu'effectivement, ils doivent nous suivre dans la stabilité du campus. Okson Park, fondateur du IYF, International Young Fellowship, est de retour au Bénin. Un retour pour le suivi des projets lancés en appui aux efforts du gouvernement. Le plus important est le grand complexe industriel lancé sur un domaine de 10 hectares à Calavi pour abriter un hôpital pour assurer le traitement de l'ulcère de Bureli, une industrie pharmaceutique, une école de journalisme et bien d'autres services. Ces engagements du pasteur consolident son amitié avec le chef de l'État qu'il a reçu en audience pour débattre de sujets d'intérêt commun. Le président il nous a donné 10 hectares de terrain à Calavi pour que nous puissions construire les centres pour la jeunesse. Et il nous a aussi demandé de donner la formation de l'esprit aux jeunes. Et on pense qu'à travers ça, on va rendre la jeunesse béninoise la meilleure jeunesse du monde. Et on a ces plans. Et puis, quand on est venu ici aussi, on a aussi fait les services médicaux gratuits. Il y avait un docteur. Il est venu ici pour donner les services médicaux gratuits. Et il est le médecin qui se spécialise en dermatite atopique et l'escar. Et là, il a découvert pour la première fois l'ulcère de Bureli. Et quand il a découvert, il a vu qu'il y avait beaucoup de similarités entre l'ulcère de Bureli avec les dermatites atopiques et l'escar. Alors, un jour, en lisant la parole, la Bible, il a lu Proverbe chapitre 18, qui a dit c'est l'esprit de l'homme qui soutient dans la maladie. Alors, c'est comme ça qu'à travers ça, il a étudié et puis il a inventé le remède pour l'ulcère de Bureli. On a déjà fait le traitement avec ce remède en Côte d'Ivoire et puis on a pu voir que beaucoup de gens étaient guéris à travers ces remèdes. Donc, en tout cas, au mois de mars, à l'invitation du président, son Excellence président Yahya Boni, j'ai pensé que quel cadeau est-ce que je peux donner au président. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé la réponse. C'est que je peux donner ce traitement de l'ulcère de Bureli au président. Je pense que ce sera le meilleur cadeau pour lui. Alors, aujourd'hui, on a eu l'audience avec le président. On a parlé de ça. Et puis, le président nous a permis ça légalement, d'une manière légale et légitime. Alors, on pense que dans 3 mois, ça peut être reconnu en tant que le médicament. Et puis, je pense qu'on peut aussi fournir ça, ces médicaments partout au Bénin. Alors, quand on construit les centres, pour la jeunesse, sur le terrain qu'il nous a donné, on veut aussi commencer l'école de football, l'école de la musique, du piano, et puis on va aussi faire l'école de l'architecture, aussi on va aussi faire l'école de la formation de l'esprit, pour que les jeunes puissent changer et puis qu'ils deviennent leaders de demain. Une délégation conduite au cabinet présidentiel par l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin s'est entretenue avec le chef de l'État. Au thème des échanges, rien n'a été déclaré à la presse. Au point de presse du procureur de la République, Mardochier, qu'il a aussi rencontré donc hier les médias, les professionnels des médias à Cotonou. C'est pour lui d'éclairer l'opinion publique sur l'évolution du dossier au niveau de la justice et expliquer donc la procédure en cours en ce qui concerne le PPA2. On l'écoute au micro de Jéméman Catraï. La justice poursuit ce dossier voudrait s'inscrire dans une logique contraire à celle qui veut que les dossiers de crimes économiques n'aboutissent pas. Il y a eu une enquête préliminaire diligentée par la sous-direction des affaires économiques et financières, communément appelée BEF. Cette enquête préliminaire a été suivie d'un déferment des principaux mises en cause au parquet ici
où ils ont été interrogés sommairement. Après quoi, ça a été la troisième étape, ils ont été présentés à un juge d'instruction, en l'occurrence le juge d'instruction du deuxième cabinet, qui les a inculpés pour diverses infractions et qui, à l'heure où je vous parle, a déjà posé les actes essentiels d'instruction que je dois poser dans ce dossier, au vu des éléments qui étaient à sa disposition. Alors, la nouvelle donne, qui est source des développements de ces derniers jours, c'est le rapport du cabinet Krohn. Alors, ce rapport m'a été transmis une fois qu'il a été clôturé. Et bien entendu, moi-même à mon tour, je l'ai transmis au juge. Il a transmis à son tour au commissaire en charge de la BEF, en lui donnant commission rogatoire, en même temps qu'il décernait mandat d'arrêt contre certaines personnes qui sont apparues au dossier. Des actes sont en train d'être posés actuellement pour la manifestation de la vérité dans cette affaire et surtout pour préserver les intérêts de l'État et de sa victime en tant que partenaire. Évidemment, on attend le retour de la commission rogatoire. Alors, à ce retour, qu'est-ce qui va se passer? Le juge, tout naturellement, va poser les actes d'instruction tendant à approfondir le rapport et puis à clôturer l'instruction. Après quoi, c'est la suite logique. Il va me le transmettre pour ce que nous appelons le règlement définitif du dossier. Pour faire simple, le règlement définitif, c'est une opération qui consiste à passer, disons, à la loupe le dossier et à dégager dedans ce que nous appelons des éléments à charge, c'est-à-dire des éléments qui tendent vers la condamnation, et des éléments à décharge, c'est-à-dire qui tendent à innocenter. Une fois ce travail fait, moi je vais retourner le dossier encore au juge d'instruction, qui va se livrer au même exercice à travers ce qu'on appelle une ordonnance de clôture. Alors, et lui reviendra de rechercher lui aussi des éléments à charge et à décharge pour aboutir à une ordonnance tendant au renvoi devant une juridiction. Ça peut être le tribunal conventionnel, comme ça peut être la cour d'assises. Alors, pour ce qui est de la question de l'un des mises en cause qui était ministre au moment des faits, la Constitution de la République du Bénin, la loi organique sur la Haute Cour de justice, le règlement intérieur de la Haute Cour de justice, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'un ministre suspecté d'infraction est traduit devant la Haute Cour de justice. Ça, c'est clair. Et la décision de poursuite se fait par un vote de l'Assemblée nationale. Eh bien, avant de nous séparer, quelques informations venant donc du palais de justice. Alors, 7 ans de travaux forcés assortis de paiement de 60 000 francs CFA, c'est bien la décision rendue aux assises de ce vendredi à la cour d'appel de Cotonou. À Tchédé Paul, accusé de viol sur mineur, coups et blessures, retourne en prison pour 2 ans, malgré les arguments de son conseil qui a plaidé coupable. Les faits reprochés à Tchédé Paul remontent en 2010 à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à 23h30 sur ce plateau. Amandine Aniaboso pour le JT Soir. Merci et à demain.